Bonjour chers élèves du tronc commun sciences et techniques. Dans cette nouvelle capsule, nous sommes au module 3, étude de la nouvelle fantastique, séquence 1, l'entrée dans le récit fantastique. Et là, nous allons voir une œuvre intégrale, en l'occurrence c'est la Vénus. Dans cette étude de texte, nous allons travailler sur l'incipit de l'œuvre de la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Quels sont les objectifs que nous allons suivre? Premièrement, présentation de l'auteur et de l'œuvre. 2. Étude du paratexte de la Vénus d'Île. 3. Étude de l'incipit de la nouvelle proprement dite. Donc nous allons passer à l'activité d'aujourd'hui. Bien. Alors, avant d'étudier l'incipit de la Vénus d'Île, de Prosper Mérimée, nous allons commencer par contextualiser l'œuvre à travers quelques éléments biographiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par des éléments biographiques? C'est-à-dire des éléments de la vie de l'auteur du texte. Autrement dit, Prosper Mérimée. Alors, voici donc la photo de Prosper Mérimée. Donc, de son nom, Prosper Mérimée. Il est né en 1803 à Paris, décédé en 1870 à Agen. Il s'agit d'un historien, d'un archéologue. Alors, historien, c'est-à-dire qui a la passion de la recherche historique dans le domaine de l'histoire. Archéologue, archéologie, c'est-à-dire la recherche de tout ce qui est antique, de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est enfoui, par exemple, sous terre, comme des monuments historiques, par exemple, qu'on découvre dans certains lieux géographiques. Il s'agit également d'un écrivain français, donc, puisqu'il est à Paris, il est décédé à Cannes. Il a fait des études de droit, mais il était passionné par l'écriture, par l'histoire et par l'archéologie, la recherche de tout ce qui est ancien. Il fut également un inspecteur général des monuments historiques. Parmi ses œuvres, on peut citer, entre autres, surtout des nouvelles, Colomba, Matteo Falcone, par exemple, ce sont des nouvelles qui tiennent place dans l'univers de la Corse, donc au sud de la France. Et il a publié d'autres œuvres, donc qu'on ne peut pas citer pour l'instant, mais que vous pouvez découvrir si vous faites une recherche sur Internet, proprement donc sur la biographie de Prosper Mérimée. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il avait une passion pour l'histoire, il avait une passion pour l'archéologie, et c'est ce que nous allons voir dans la Vénus d'Île. Bien. Nous allons passer maintenant à l'étude du paratexte. Qu'est-ce qu'on veut dire par le terme paratexte? Paratexte, c'est ce qui entoure un texte. Alors, quand vous tenez une œuvre et que vous la feuilletez, vous allez vous rendre compte qu'il y a à l'intérieur le texte proprement dit, c'est-à-dire l'histoire, soit sous forme de nouvelles, soit sous forme de romans. Et bien sûr, il y a certains éléments qui entourent ce texte. Par exemple, la première page de couverture, donc dans laquelle on trouve la maison d'édition, la collection, le nom de l'auteur, etc. Quelquefois, donc, on trouve des illustrations, c'est ce que nous allons essayer d'interpréter aujourd'hui. Dans la 4e page de couverture, on vous donne une idée sur l'œuvre, par exemple, pour vous donner l'envie de la lire. Et donc, ces éléments-là, ils peuvent nous aider à émettre des hypothèses de lecture. Donc, avant de lire le texte, donc, il serait judicieux, par exemple, de s'interroger sur les illustrations, sur les images des pages de couverture qui vous donnent une idée sur le contenu. Alors, j'ai choisi pour vous aujourd'hui 2 pages de couverture de différentes éditions sur le marché. Alors, voici la première, voici la seconde. Alors là, dans une première approche, nous allons voir les constituants de chaque illustration. Alors, la première, donc, à part bien sûr la collection, le titre de l'œuvre, on s'intéresse davantage
à l'image proprement dite. Alors là, vous avez l'image qui représente donc, une personne, un personnage. Est-ce que c'est un personnage vivant, mort? Donc ça se voit très bien que c'est une sculpture. Donc une sculpture, c'est une sorte d'œuvre d'art qui est gravée, qui est, sculptée sur de la pierre, ou bien parfois même sur du métal. Donc ça représente un personnage, ça se voit très bien. C'est un objet sculpté. Remarquez un peu l'arrière-plan qui passe du gris au noir et qui fait ressortir le corps et surtout la physionomie du visage. Vous allez remarquer aussi un jeu de lumière. Alors, cette statue, par exemple, qui représente la déesse latine Vénus, remarquez un peu au milieu. Là, nous avons un côté un peu sombre, alors que de l'autre côté, nous avons un peu de lumière. Voilà. Donc, ça peut représenter une sorte de dualité, ça peut représenter un caractère double, ça peut représenter, par exemple, l'opposition entre le côté bien et le côté mal. Donc, c'est à nous de découvrir ça et de confronter nos hypothèses de lecture par rapport à ce qu'on va découvrir dans le texte. Alors, l'autre page de couverture, ça va dans le même sens, mais là, qu'est-ce que vous remarquez? On a un arrière-plan qui nous indique un lieu, c'est la forêt qui est aussi un thème fantastique. Vous remarquez derrière qu'il y a une sorte de brouillard, donc ça montre un peu l'opacité dans laquelle se déroule l'histoire. Vous avez donc d'une part ici les deux protagonistes de l'histoire, si on peut appeler ça. Premièrement, ici nous avons la statue, c'est la statue de la Vénus, mais remarquez comment elle est représentée. Donc elle est de couleur noire. Elle est en train de regarder un autre personnage. Cet autre personnage, remarquez, c'est une femme, et en robe de mariée. Remarquez le contraste entre les deux couleurs, la couleur noire de la statue, la couleur blanche. Donc ça rejoint toujours la même chose, c'est-à-dire une sorte de combat entre un effet peut-être maléfique et entre l'innocence d'un personnage. Remarquez les yeux et la bouche de la Vénus, donc les yeux qui se tournent vers la demoiselle, la dame, et vous avez un peu la bouche, donc cette position-là donc, nous indique que, et la dédaigne, regarde un peu le regard qui semble un regard qui déteste justement là l'autre personnage. Donc là, on se pose des questions. Qui est ce personnage-là? Quel est son rôle de l'histoire? Quelle relation ce personnage a-t-il avec la Vénus? Bien. Alors, dans cette œuvre intégrale, La Vénus dit, c'est une nouvelle fantastique de Prosper Mérimée. Elle a été publiée en 1837 dans la revue des Deux Mondes. Alors, dans le titre de la nouvelle, La Vénus dit, la Vénus, c'est un mot de la mythologie romaine qui signifie la déesse de l'amour, héritée d'Aphrodite, la déesse de l'amour chez les Grecs. Bien. Alors, c'est un lieu inspiré d'Is-sur-Thé et qui se trouve dans les Pyrénées orientales, toujours en France. Donc là, la scène se passe en France, dans les Pyrénées, dans un lieu qui s'appelle I. C'est un lieu qui est inspiré d'Is-sur-Thé, qui est un lieu réel ici, mais là, il est un peu simplifié. Bien. Alors, avant le début de la nouvelle, Prosper Mérimée a mis ce qu'on appelle une épigraphe. Alors, l'épigraphe, c'est une sorte de citation, pour la plupart du temps. C'est la citation d'un auteur, d'un grand auteur, d'un penseur, d'un philosophe, etc. Et cette pensée, bien cette réflexion, bien cette citation, elle donne un avant-goût de lecture au texte. Ça peut donner quelques informations sur le contenu. Alors remarquez un peu, j'ai souligné les mots-clés ici. Que la statue, dis-je alors, soit favorable et bienveillante, elle qui ressemble tant à un homme, donc c'est une citation de Lucien dans son ouvrage Le Menteur.
Alors remarquez ici le mot statut, donc on va parler d'une statue à l'intérieur, bien sûr, soit favorable, une statue qui est favorable, une statue qui est bienveillante. Là, ce sont des traits humains. On est en train de personnifier la statue. Et la personnification de la statue, on l'a déjà vu tout à l'heure, dans la première page de couverture. Elle est en train de regarder, méchamment bien sûr, l'autre personnage. Elle qui ressemble tant à un homme, donc on lui donne les traits humains. Donc ça nous éclaire un peu sur la suite du texte. Bien. Alors première étape, c'est l'identification du texte proprement dit. Donc on va lire le début. Je descendais le dernier coteau du Canigou, et bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d'I, vers laquelle je me dirigeais. Alors ça, c'est le début de la nouvelle. Alors, 3 petites questions. Comment appelle-t-on le début d'un texte littéraire, un roman, une nouvelle, etc. Quel est le statut du narrateur? Autrement dit, on va se poser la question, est-ce que le narrateur est un personnage ou bien non? Et quel est le cadre du lieu et du temps dans cette histoire? Bien. Alors, je reviens toujours au texte. J'espère que vous avez réfléchi. Comment on appelle les premières lignes, les premiers éléments qui sont présentés dans une nouvelle ou dans un roman? On l'a déjà, ou bien vous l'avez déjà deviné plus tôt, c'est l'incipit, du latin incipere, qui signifie commencer. Alors, le statut du narrateur, c'est-à-dire, est-ce que le narrateur est un personnage? Oui ou bien non? Oui. Déjà, ça commence par le pronom je, c'est-à-dire que le narrateur est à la fois celui qui raconte et aussi celui qui joue un rôle principal, c'est celui qui va nous raconter l'histoire. Le cadre du lieu et du temps, comme dans chaque situation initiale, ce sont des éléments qui permettent de mettre, de situer plutôt l'action dans un cadre précis. Alors le cadre du temps, c'est donc le soleil fut déjà couché, donc c'est le coucher du soleil. Alors que pour le lieu, donc le narrateur est en train de descendre le dernier coteau du Canigou pour se diriger vers la petite ville d'I. Donc l'histoire va se dérouler dans la petite ville d'I. Bien. Alors on lit l'histoire, donc la suite de l'histoire. Vous savez, dis-je, au catalan qui me servait de guide depuis la veille, vous savez sans doute où demeure M. de Péroide? Si je le sais, s'écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne, et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle, dit. Il a de l'argent, oui, monsieur de Péroide, et il marie son fils à plus riche que lui encore. Et ce mariage se fera-t-il bientôt? Lui demandai-je. Bientôt. Il se peut que déjà les violons soient commandés par la noce, ou bien pour la noce, ce soir peut-être, demain, après-demain, que sais-je? C'est à Puygary que ça se fera, car c'est mademoiselle de Puygary que monsieur le fils épouse. Ce sera beau, oui. Alors, la suite du texte va nous indiquer quelques éléments très intéressants. Qu'est-ce qui domine dans ce passage? Est-ce que c'est le récit? Est-ce que c'est la description? Est-ce que c'est le dialogue? Vous l'avez certainement remarqué qu'il y a ici un échange de dialogue. Alors, quel est l'intérêt de présenter dans ce début d'histoire certains éléments sous forme d'un dialogue? Donc là, on va se poser des questions. Bien. Et là, quelques hypothèses de lecture. On va s'interroger sur certains éléments. L'incipit, par exemple, puisqu'il s'agit du début d'un récit, quelles en sont les fonctions? À quoi ça sert un incipit? On l'a déjà vu au module 1 au début de l'année. Et il y a certains éléments qui concordent avec la nouvelle réaliste, mais il y a d'autres fonctions qu'on peut citer encore. Est-ce qu'il s'agit d'un cadre réel? Bien. Et puisqu'on travaille sur le registre fantastique, est-ce qu'il y a une tonalité fantastique dans le texte? Alors là, ce sont des hypothèses, et on essaie, à travers l'interrogation de certains indices textuels, de voir, est-ce qu'il y a une réponse à ces questions? Bien. Donc l'incipit, quelle fonction? Est-ce que c'est pour présenter des informations? Si oui, quelle information?
Et pourquoi? Est-ce que le cadre est réel? Peut-être oui, peut-être non, mais quels éléments concourent à produire un effet de réel? N'oubliez pas qu'on est dans le cadre fantastique. Vous vous rappelez, le fantastique, c'est l'introduction d'un événement jugé inexplicable, étrange, mais dans un cadre réel. Voilà. Mais tout en proposant des actions dans un cadre réel, n'est-il pas une tonalité fantastique qui est annoncée dans le texte? Autrement dit, y a-t-il des éléments qui annoncent le fantastique? Alors, à partir de ces hypothèses de lecture, à partir des interrogations, on peut se définir quelques axes de lecture, mais ils sont donnés bien sûr à titre indicatif. L'incipit d'abord, une source d'information, une sorte d'ancrage dans le réel, qui se situe dans un cadre réel. Ça, c'est le premier axe de lecture. Second axe de lecture, l'incipit est une annonce de la tonalité fantastique qui va survenir dans le texte. Bien. Alors, qu'est-ce qui montre qu'il s'agit d'un cadre réel? Remarquez toujours le début. Je descendais le dernier coteau du Canigou, et, bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d'Ire vers laquelle je me dirigeais. Là, c'est vraiment un cadre réel. Le Canigou, le mont du Canigou, qui se trouve dans les Pyrénées françaises, d'accord, près de la ville, bien sûr, d'Ire, sur tête. Donc le cadre, il est présenté comme réel. La suite va nous donner d'autres informations. Vous savez, dis-je au Catalan, qui me servait de guide depuis la veille, vous savez sans doute où demeure M. de Pérorac. Si je le sais, s'écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne, et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle, dit. Il a de l'argent, oui, M. de Pérorac, et il marie son fils à plus riche que lui. Voilà. Et ce mariage se fera-t-il bientôt, lui demandai-je. Bientôt. Il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce soir, peut-être. Demain, après-demain, que sais-je. C'est à Puy-Garrigue que ça se fera, car c'est mademoiselle de Puy-Garrigue que monsieur le fils épouse. Ce sera beau, oui. Alors, qui parle à qui, puisqu'il s'agit d'un dialogue? Ça, c'est le guide qui parle au narrateur. Quelle information a le lecteur maintenant? Alors, là, le dialogue, il nous permet de donner des informations pour mettre en situation le lecteur, pour lui donner des informations susceptibles de lui éclairer la suite de l'histoire. L'hôte s'appelle M. de Pérorac. Je rappelle qu'il s'agit d'un notable de la ville d'Ire et qui s'intéresse aux antiquités, à l'archéologie aussi. Et c'est un centre d'intérêt commun avec le narrateur. Alors, on a d'autres informations du genre M. de Pérorac habite la plus belle demeure d'Ire, qu'il marie son fils à mademoiselle de Puy-Garrigue et que les noces auront lieu à Puy-Garrigue bientôt. Voilà. Donc le dialogue permet de donner des informations, de présenter les informations comme étant, entre guillemets, réelles, ou bien vraisemblables dans un certain sens. Voilà. Donc la technique du dialogue, donc la scène se présente, bien plutôt le texte se présente comme une scène de théâtre. Le dialogue, ça donne cette sorte de théâtralisation du texte de la nouvelle. Il permet de communiquer des informations au lecteur à travers l'échange des deux personnages et de créer un effet de réel. Voilà. Bien. L'incipit, une annonce du fantastique. Oui, mais demain. Tenez, je parierais que vous venez à Yves pour voir l'idole. J'ai deviné cela, avoir tiré en portrait les seins de Seravoine. L'idole, quelle idole? Ce mot avait excité ma curiosité. Comment? On ne nous a pas conté à Perpignan comment M. de Pérorac avait trouvé une idole en terre? Vous voulez dire une statue en terre cuite en argile? Non pas. Oui, bien en cuivre. Et il y en a de quoi faire de gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant, dans la terre, au pied d'un olivier que nous l'avons eu. Donc dans le passage, on dit, bien plutôt on informe, qu'on a trouvé une idole. Premièrement. Bien. Et dans la suite du dialogue, vous étiez donc présent à la découverte? Oui, monsieur de Pérorac
nous dit, il y a 15 jours, à Jean-Col et moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année dernière, car il a été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc qu'en travaillant, Jean-Col qui allait de tout cœur, il donne un coup de pioche, et j'entends, bim, comme s'il avait tapé sur une cloche. Qu'est-ce que c'est que je dis? Nous piochons toujours, nous piochons, et voilà qu'il paraît une main noire. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert une main noire, qui semblait là, la main d'un mort, qui sortait de terre. Moi, la peur me prend. Je m'en vais à monsieur, je dis, des morts, notre maître, qui sont sur l'olivier, il faut appeler le curé, l'homme de religion. Quel mort? Qu'il me dit, il vient, et il n'a pas plutôt vu la main qu'il s'écrit, un antique, vous auriez cru qu'elle avait trouvé un trésor. Voilà. Alors, que représente ce trésor? Une grande femme, noire, plus qu'à moitié. Rappelez-vous la page de couverture qu'on a analysée. Révérence par les messieurs, tout en cuivre. Voilà, c'est une statue en cuivre. Et M. de Péorade nous a dit que c'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert une idole. Une idole, c'est une statue qui représente un dieu ou une déesse dans la mythologie. On la met souvent dans un temple pour adorer un dieu. Alors, quel effet a cette découverte sur l'interlocuteur, c'est-à-dire sur le guide, l'interlocuteur du narrateur? Donc, un effet de peur lorsqu'il dit qu'il a peur justement en voyant cette statue de cuivre. Bien. Je vois ce que c'est, quelques bonnes vierges en bronze, etc. Une bonne vierge? Ah bien oui. Et là, remarquez un peu, lorsque le narrateur dit « Est-elle entière bien conservée ?» Oui, monsieur, il ne manque rien. C'est encore plus beau et mieux fini que le buste. Donc il y a un côté beauté qui est à la mairie, voilà. Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l'air méchante. Et ça, c'est un détail, comment dire, un détail un peu fantastique. Méchante, quelle méchanceté? Alors, là, nous avons quelques détails, justement. Nous étions mis à quatre pour dresser debout, et M. de Péorade, qui lui aussi tirait à la corde, voilà. Avec bien de la peine, nous la mettons à la renverse, et Jean-Col n'a pas eu le temps de tirer sa jambe. Donc, ce qu'on peut, si vous voulez, donc je passe un peu vite pour aller à l'essentiel, tout simplement, Jean-Col, en tirant la Vénus, s'est cassé la jambe. Est-ce que c'est un événement banal, ou bien est-ce que c'est l'effet maléfique de la Vénus? Bien. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que c'est une idole inquiétante. Dans quelle mesure? Remarquez un peu des passages du texte. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs, on dirait qu'elle vous dévisage. On baisse les yeux, oui, en la regardant. Donc, elle vous dévisage, elle est personnifiée. Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas, elle a l'air méchante, toujours de la personnification. Et le détail qui indique un peu le côté fantastique de la découverte, c'est la blessure de Jean-Col. Alors, si on veut faire une synthèse, dans cet incipit, le narrateur se rend à I avec son guide. En chemin, celui-ci lui communique beaucoup d'informations qui permettent de situer l'action dans un cadre précis, présenté comme réel, tout en insérant quelques détails étranges pour annoncer la tonalité fantastique. Bien. Là, on passe donc à la fin de la séance avec des prolongements possibles. Alors, je vous propose trois situations. La première, une situation d'écrit. Le narrateur rencontre Jean-Col pour l'interroger sur sa blessure et la Vénus découverte. Imaginez ce dialogue. Voilà. Donc là, c'est un dialogue entre le narrateur et Jean-Col qui a été blessé par la Vénus. Situation d'oral. Elle, c'est-à-dire l'idole, remarquez, c'est une citation du texte, a l'air méchante. Et il l'est aussi. Partagez-vous le point de vue du guide. Là, vous allez travailler dans le cadre d'un débat, par exemple, le côté argumentatif ici. Donc, est-ce que vraiment la Vénus elle a un effet maléfique, comme l'entend le guide? Et nous avons
une sorte d'analyse de l'image qu'on peut travailler soit à l'oral, soit à l'écrit. Par exemple, on peut analyser d'autres couvertures de la même œuvre, c'est-à-dire travailler sur le paratexte. Rappelez-vous, le paratexte, c'est l'ensemble des éléments qui entourent un texte, mais vous pouvez travailler aussi les couvertures d'autres œuvres fantastiques afin de développer chez vous donc les capacités à émettre des hypothèses et aussi à les confronter lors de votre lecture.